Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Cette semaine, on a décidé de se pencher sur les innovations technologiques qui nous tombent du ciel en 2022. Après la tige de sel télescopique de Mohorič sur les roues de San Remo, on s'attaque au grand débat. Est-ce que la pression pneumatique en temps réel va changer la phase du cyclisme moderne? C'est parti. Et mon Flo, je te propose de commencer tout de suite par les résultats de Paris-Roubaix parce que je pense qu'on est dans le cœur de l'action. Donc, je crois que tu t'étais pas trompé sur les pronostics, hein? Ouais, alors du coup, on va commencer par les hommes, j'imagine, parce que chez les femmes, bon, ben, j'avais pronostiqué une absente au final, puisque ben, malheureusement, Marianne Vos a pas pris le départ pour cause de Covid. Mais bon, maintenant que j'ai lancé ça, on va commencer par les femmes. Tiens, on a une très très belle victoire italienne de Elisa Longo Borghini qui vient succéder à sa coéquipière, puisque on le rappelle, l'Otto Kopecky n'était pas présente cette année, mais c'est encore la Trek Segafredo qui l'emporte. Elle démontre en tout cas une sacrée expertise sur cette toute nouvelle course féminine, hein, puisque c'est que la deuxième édition de ce Roubaix féminin, dans des conditions très différentes de l'année dernière. Elles ont su maîtriser la course avec un surnombre permanent à l'avant et au final, eh bien, une belle victoire en solitaire de Elisa Longo Borghini qui devance l'Otto Kopecky, qui était aussi une très très grande favorite, hein, après avoir gagné Strade Bianche et les Flandres cette année. Comment tu veux ne pas être favorite? En tout cas, elle termine deuxième et le podium est complété de Lucinda Brandt. Je vais pas développer davantage, je vous invite à aller sur la chaîne voir le résumé complet de la course si vous voulez en savoir plus, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le débat sur la technologie, et je te laisse malgré tout, mon Lolo, nous parler des résultats de la course masculine en préambule. Oui, mon Flo, alors sur la course masculine, bon, je t'étais pas trompé, Ineos, ils étaient vraiment en canne, mais je m'étais pas trompé non plus pour autant parce que ils étaient pas loin les Jumbo, hein. Wout van Aert va quand même faire 2. Donc la victoire revient à Dylan Van Baarle qui était franchement impérial, hein, mon Flo. Moi je dis là, chapeau. C'est vrai, c'est vrai. On a eu une course extrêmement rapide avec une stratégie collective de la Ineos que j'avais annoncé. Je te remercie de l'avoir mentionné, mon Lolo, qui nous a fait un coup de bordure dans la première heure de course, un truc jamais vu sur Roubaix, comme quoi ils sont aussi capables de nous inventer des choses, et ça a donné une course magnifique du début jusqu'à la fin. Pour celles et ceux qui ont passé un peu trop de temps à table à Pâques, ben, du coup ils ont manqué une bonne partie du spectacle. En tout cas, en résumé, on a un Wout van Aert qui avait très bien récupéré de sa Covid, ça c'est clair, et on n'avait pas trop de doute là-dessus, même si en commentaire vous étiez nombreux à vous poser la question, ce qui était légitime, hein, mais ce qu'on a toujours pensé, nous, c'est que s'il était au départ, c'était pas pour rien. Stefan Küng qui complète le podium, on en avait parlé aussi, hein, il a démontré sur cette campagne de classique qu'il était très costaud, donc il se retrouve à son niveau. J'aimerais saluer quand même les deux petits Frenchies qui font dans le top 10, Petit, je sais même pas pourquoi, parce qu'ils ont été très grands. Adrien Petit pour le nom, forcément. T'en avais parlé, Lolo, c'est vrai que je pensais qu'il allait protéger un peu plus ses leaders, mais au final, il a fait sa course et il a démontré qu'il était loin d'être terminé sur le pavé. Sacrée course. Et surtout, Laurent Pichon, qui est, je pense, le seul coureur de moins de 70 kg, et encore qu'il doit pas en être très loin, dans le top 10. Qui nous a fait une course de fou à l'avant avec Mohorič depuis un petit moment, et il termine dans le top 10, c'est bien mérité. Voilà, après de nombreuses malchances, de nombreuses chutes, voilà, on va pas là aussi revenir trop dans le détail de ce Roubaix, je vous invite à aller voir le résumé qui est disponible là aussi sur la chaîne Mon Lolo. Et nous, eh ben on passe... Si, attends. Vas-y, moi, tu Flo, voulais j'ai dire envie quoi? de revenir un peu sur ce Roubaix parce qu'il y a eu un truc très intéressant du côté des femmes. Donc, je reviens aux femmes. Je suis désolé. C'est la championne du monde, Balsamo, qui a été disqualifiée pour bidon collé. Est-ce que vous l'avez vu passer? Oui, oui. Ben, moi, j'ai trouvé ça assez moche parce que, en vrai, c'était un beau bidon collé quand même. Là, pour le coup, ouais. Là, on aurait dit Flo. Donc toi, tu trouves que c'est justifié? Qu'elle soit disqualifiée, mais grave. Mais moi, ça m'a fait penser, ça m'a beaucoup fait penser à toi, tu vois, quand on va faire du vélo à Gérone et tout, c'était la voiture. Faut savoir que Florian a un bras droit beaucoup plus long que le gauche. Mais dans l'idée, ouais, c'était un peu abusé. Caméra derrière, je comprends pas à ce niveau-là que les DS ils comprennent pas en fait. Il y a la caméra derrière et qu'il faut pas. Enfin, je sais pas. C'est pas le débat du jour, mais je pense en effet que
peut-être que du côté des DS, en tout cas féminin, du cyclisme féminin, ils ont moins l'habitude de cette médiatisation, en tout cas sur une plage horaire aussi longue comme ils ont pu l'avoir à Roubaix, et ça leur a joué des tours, forcément. Si tu vas avoir des courses amateurs, je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de bidons collés que dans le peloton pro World Tour. Donc voilà, il y a de mauvaises habitudes à perdre encore dans le peloton féminin, mais je crois que là, ça leur a servi de leçon. Bon, mon Lolo, on rentre dans le débat. Voilà, on a voulu donner les résultats de Roubaix avant parce que forcément, on va revenir sur cette course pour s'appuyer pour justifier nos arguments. Donc, est-ce que on est dans une année de révolution technologique? C'est un peu la question qu'on se pose. Notamment en prenant l'exemple de Mohoric qui a utilisé une selle télescopique à Milan-San Remo de façon plutôt avec réussite, hein, puisqu'il l'emporte au final. L'histoire ne nous dira pas si sans cette selle il aurait gagné quand même, mais j'ai mon petit avis là-dessus. Et du coup, l'apparition qui a fait grand bruit la semaine dernière avec l'UCI qui autorise ce nouveau système de gestion de la pression pneumatique en temps direct, en temps réel, et qui était censé être utilisé par l'équipe DSM sur ce Paris-Roubaix, au final, qui ne l'a pas été. Toi, sur le principe, mon Lolo, qu'est-ce que tu penses de ce système? Bah écoute, moi Flo, je trouve ça pas mal. Hein. En vrai, c'est le rêve de tout le monde, enfin de tout le monde, de tout coureur sur Paris-Roubaix, de toute équipe, je pense, de pouvoir gérer sa pression des pneus, parce que tu le sais, entre les pavés, des fois, t'as des morceaux de route qui sont conséquents, c'est là où ça visse le plus. Quand tu te retrouves là, t'es à 5 bars, 4 bars. Compliqué quoi, complicado, ça se traîne, t'as pas beaucoup de rendement. On l'a vu cette année en plus dans le coup de bordure. Je pense que tout le monde aurait rêvé avoir 7 ou entre 7 et 9 barres de pression dans ses boyaux. Donc moi je pense que le concept est pas mal. Ça fait un petit moment, hein. Je crois qu'il est en développement dans les équipes depuis 2019, Flo. Ouais, donc du coup moi je pense que ça devrait arriver prochainement. C'est bizarre qu'il l'ait pas utilisé là. Bon, apparemment, ils avaient pas assez testé le matos, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même bien pensé. Je sais pas trop comment c'est fait, ça demande à être étudié quand même, parce que je me pose vraiment la question comment c'est foutu. Alors, je vais te donner quelques précisions. Donc, tu as en fait une recharge au niveau du moyeu de chaque roue qui te permet de regonfler, entre guillemets, tes pneumatiques. C'est possible d'être utilisé seulement sur des pneus tubeless, de dimension de roues en dimension 700 pour l'instant, donc des roues de route. C'est étudié pour l'instant que pour la route et que en tubeless. Donc c'est géré en Wi-Fi par ANT+, donc tu peux en fait avec des boutons sur ton guidon directement commander l'activation de la pression, donc dégonfler ou regonfler, et tu peux même voir ta pression directement sur ton compteur en temps réel. Ouais, mais ça tu pouvais pas déjà le faire sur le compteur, voir la pression en temps réel? Si, ça c'est vrai. Il y avait notamment Garmin qui proposait ça, c'était un capteur de pression, un peu comme on retrouve sur les voitures, hein, qui vous indique si vous avez une perte de pression, mais on ne pouvait pas gérer le gonflage et le dégonflage. Donc là, il y a vraiment une valve mécanique qui va te permettre de gonfler et dégonfler. Évidemment, déjà... Tu sais que ça c'est pas mal mon Flo, parce qu'en vrai, excuse-moi je te coupe, mais tu sais, il y a des fois, t'as l'impression que t'es collé, tu sais que là tu roules, tu dis putain, c'est pas possible, j'ai un patin qui touche et tout. Bon, ça arrive plus trop avec les disques, mais au moins tu regardes la pression, et tu sais que non, c'est toi qui es collé, c'est pas la pression qui... Je sais pas si c'est pas mal au final, tu vois, parce que si c'est pour avoir ça comme effet. En tout cas, la société s'appelle Scope, elle a développé ça avec le team DSM, comme tu l'as dit, depuis 2 ans. Forcément, pour que l'UCI lui donne l'autorisation d'utiliser ça dans le peloton pro, il fallait que ce soit commercialisé, ce qui est le cas, à la modique somme de 3 998 €. C'est disponible sur leur site, hein. Si vous avez envie de tester, vous pouvez aller l'acheter, même si c'est un gros budget. Maintenant qu'on a expliqué un peu le concept général, se pose la question, dans les faits, eux revendiquent un gain jusqu'à 30 watts d'efficacité forcément avec la bonne pression pneumatique. Comme tu l'as dit, Lolo, c'est vrai qu'à Roubaix on part avec une pression pneumatique très faible et des pneus en général de section très large, donc ça peut aller même aux alentours quand il pleut des 3 bars, même voire en dessous. Sur un temps sec comme hier, à mon avis c'était plutôt vers les 4 ou 5 bars, mais forcément sur les longues portions goudronnées, on a l'impression d'être un peu à plat. Donc c'est un juste milieu à trouver, et cet avantage technologique, en théorie du moins, permettrait de jongler un peu entre les morceaux bitumés et ceux du pavé. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose à la course de ce week-end? Franchement, non.
Non, moi je pense pas que ça aurait changé grand chose. C'est un plus en fait, encore une fois, c'est un plus et c'est les petites choses qui font que ça change beaucoup derrière. Donc là, c'est une des petites choses qui peut faire que ça change le résultat derrière. Mais en soi, là, enfin surtout sur cette édition cette année et tout, je vois pas trop ce que ça aurait pu changer. En vrai, la course elle s'est dynamisée vraiment très tôt. Il y a eu les coups de bordure, machin, donc je pense, allez, tu vas avoir des économies sur les coureurs, les gaziers vont faire des économies de force, mais le résultat, il se fait quand même à la patte, quoi. Donc, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, du moins pour cette année. Donc, mais à voir l'année prochaine s'il l'utilise, ou déjà sur le Tour de France, ce que ça dit. Mais moi, je pense pas. Non, cette année, franchement, je pense pas. Toi, tu crois que ça va changer un truc? Non, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça n'aurait rien changé, de la même façon que, comme je l'ai spoilé un peu en début de cette émission, je pense que la tige de sel télescopique de Mohoric n'a rien changé au résultat final de San Remo. Je pense que ça lui a peut-être fait gagner une demi-seconde ou une seconde à l'arrivée, mais qu'il aurait quand même gagné cette course. Mais peut-être que lui, mentalement, il s'est senti plus fort et plus en confiance, certainement plus à l'aise aussi. Mais je pense qu'au final, et je vais te donner un exemple concret, on a battu ce week-end chez les hommes le record de moyenne de ce Paris-Roubaix avec presque 45,8 km/h de moyenne, ce qui est énorme certes, mais pour rappel, le record précédent qui datait de 1965 était de 45,100 km/h avec des cadres en acier. Donc je me demande lequel est le plus impressionnant des deux, mais tout ça pour dire que sur une course comme Paris-Roubaix où on a beaucoup testé, on rappelle, hein, c'est là où on a testé les amortisseurs sur les vélos de route, on a testé toute invention possible et inimaginable, au final, un bon vieux cadre en acier et surtout des jambes en acier trempé, c'est ce qui fait la différence, et je pense que ça aurait rien changé au résultat final. Mais je vais quand même mettre un bémol, je pense que ça peut être un avantage dans le cadre des fameux gains marginaux. Je te donne l'exemple de l'édition de l'année dernière qui se joue au sprint à 3, la possibilité de regonfler au dernier moment à l'entrée du vélodrome pour faire son sprint. Si ça se joue au millimètre, comme on l'a vu dans certaines classiques cette année et avec la photo finish, c'est vrai que dans ce cas-là, eh ben oui, ça peut faire la différence. Maintenant, sur toute une course comme Roubaix, je pense déjà qu'il est impossible, et tu vas me le confirmer avec ton expérience, mon Lolo, de gérer la pression des pneus entre deux secteurs dans le dernier tiers de la course. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer entre le pavé, les chutes, les crevaisons, les spectateurs, pour se pencher le nez sur le compteur et se demander à combien de barres on est, est-ce qu'on peut regonfler, dégonfler, etc. Donc je pense que c'est vraiment très marginal. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué à utiliser surtout sur ce type de course, même si c'est dédié à ce type de course. Hein. Mais enfin, cette course, elle porte bien son nom, c'est l'enfer du Nord, donc t'as la tête partout déjà. Et les bandes de route, hein, au final, entre les pavés, bah c'est pas forcément si long que ça s'enchaîne très vite, les secteurs pavés. Du coup, faut penser à se placer, compagnie. Je suis pas sûr que oui, t'aies vraiment la tête à ça. Mais comme tu disais, dans un sprint, ça peut quand même être vraiment intéressant. Mais ça m'emmène à me poser la question de combien de recharges tu peux avoir. T'es limité quand même parce que t'es pas illimité. Parce qu'il y a un paquet de secteurs pavés, hein. Gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler. Si jamais tu dois le faire, bah je sais pas. C'est quoi l'autonomie? Tu peux gonfler combien de fois, quoi? Jusqu'à combien de barres t'as d'autonomie? Je sais pas. Alors j'ai essayé de me renseigner un peu. On a que des spéculations là-dessus. Certains disent 3 fois, d'autres 6 fois, d'autres plus. Bon, ça reste un point d'interrogation, mais comme tu dis, c'est une des limites du système. L'autre limite, ça pourrait être le poids, même si sur un Roubaix, c'est pas très important. Mais la plus grosse limite de ce système, c'est est-ce qu'en dehors de Roubaix, en tout cas sur route, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un système qui peut être davantage intéressant peut-être pour le VTT justement, pour des courses gravel, on peut imaginer, qui sont en train de se développer. Voilà, donc dans le vélo en général, je pense que c'est un système qui a de l'avenir, d'autant plus que c'est une technologie qui existe depuis des années, hein, sur les camions, sur certains 4x4 d'aventure, c'est installé. Enfin, c'est un système qui existe et qui fonctionne dans d'autres domaines, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver un juste milieu et un compromis pour que ça marche en vélo, mais je pense en l'occurrence que si Roubaix c'est le laboratoire parfait pour le tester, et en l'occurrence ils l'ont pas testé là, mais ils le testeront a priori durant l'étape pavée du Tour de France, je pense que c'est très limité comme apport technologique, en route du moins. Mais très curieux de voir ce que ça donnera sur peut-être d'autres disciplines du vélo Morrow. Ouais, mais on s'est pas posé non plus la problématique du poids, hein, parce que on est dans une ère où on fait la guerre au poids sur les vélos, il y a une limite, il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Bah, alors tout le monde râle parce qu'on a mis des disques et du coup bah, ça va faire des vélos plus lourds. Et là-dessus, on va rajouter encore un système. Alors tu vois, moi je suis vraiment sceptique, je demande à voir.
l'avenir que ça aura ce système dans le vélo route en compétition particulièrement. Ouais, juste pour répondre à cet argument-là, c'est vrai qu'on peut se poser la question du poids, mais tu vois bien que les matériaux sont de plus en plus légers et pour autant on ajoute de plus en plus de technologies embarquées sur les vélos. Aujourd'hui on a des batteries pour passer les vitesses, on a des capteurs de puissance, c'est largement démocratisé. Au départ, quand les capteurs de puissance sont sortis, tout le monde se disait ouais mais ça va me rajouter du poids de la même façon. Aujourd'hui c'est devenu indispensable. Je prédis pas le même avenir à ce système que à celui des capteurs de puissance, mais on ne sait pas. Peut-être que demain ce sera clairement démocratisé. Je pense par contre, pour conclure ce débat, mon Lolo, que ce dont tu as parlé, à savoir le simple mesurateur de pression pneumatique, ça peut être intéressant sur certaines courses comme Roubaix, pas seulement d'ailleurs, sur certaines classiques, parce que souvent, comme on est un peu sous-gonflé, on a l'impression entre deux secteurs pavés d'avoir crevé ou d'avoir une crevaison lente, et le fait de pouvoir le voir numériquement sur son compteur, ça peut permettre de prévenir une vraie crevaison et de se dire je vais changer de vélo à ce moment-là, qui est peut-être plus opportun, plutôt que de m'en rendre compte une fois que je suis vraiment sur la jante, comme c'est arrivé à Christophe Laporte, le pauvre. On en sourit parce qu'il y a plus de spectacle que de mal au final. Mais ça, je pense que c'est un vrai avantage. Je serais curieux de savoir si les pros l'utilisent. Ça rajoute pas de poids, voilà, c'est juste une petite valve au final qui mesure votre pression en temps réel. Et voilà, à condition d'avoir le temps de jeter un coup d'œil au compteur, et ça dans le feu de l'action de Roubaix, je suis pas certain que ce soit toujours le cas. Ouais, ça dépend de la lucidité de chacun, ça, c'est encore autre chose. C'est ça. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans une révolution technologique en 2022 ? Il y a plein de petites astuces comme ça qui sortent à droite et à gauche. L'UCI qui semble y être ouverte pour une fois, donc on va leur laisser le bénéfice du doute. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et mon Lolo, je te propose de passer à l'actu. Bon mon Flo, en actu cette semaine, je crois que ça te concerne directement, non? T'as pas envie de faire un petit ride sur Zwift? Oui, c'est demain, mercredi 20 à 19h. Si vous voulez vous joindre à moi, j'aurai l'honneur de mener une sortie de groupe sur Zwift pour promouvoir le Global Bike Festival dont on vous parle toutes les semaines maintenant, qui aura lieu en juin en Autriche. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dispo, vous pouvez vous joindre à moi, 19h heure française, sur Zwift. Vous pourrez me poser des questions sur l'événement, sur tout un tas de choses, tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine, mon Lolo, dans la... Toujours côté mode, hein, mon Flo, 30% sur les kits Castelli, sur le site GCN, donc profitez-en, hein, parce que... Et nous d'ailleurs, c'est quand qu'on les a, Flo, nos nouveaux kits? Ça devrait pas tarder, ça devrait pas tarder. En attendant les nouveaux kits, cool. Je crois savoir... Attends, qu'est-ce que j'aspire? Une odeur de nouveau vélo bientôt à venir sur la chaîne, restez bien connectés. Je crois que mon Lolo, tu vas nous parler de ta nouvelle monture dès jeudi. Mais bon, je veux pas trop... Et je l'ai bien testé. Hein. Ouais, si vous avez suivi un peu les actus sur les réseaux sociaux, je l'ai bien testé. D'ailleurs, je reviens sur cette actu, Florian, parce que tu fais le ouf. Genre, t'as fait 118 bornes. T'as fait que 700 mètres de dénivelé. Je t'explique. Non, ouais, 900. Tout ce qui est en dessous... Ouais, 900, calme-toi, il y a 800. Il y a pas le 9, il y a pas le 9, tu mens. Allez voir sur son travail, il y a pas le 9. Et après il dit ouais, tout ce qui est en dessous de 30 de moyenne, ça compte pas. 2000 mètres, 28 de moyenne, ça compte. C'est vrai que tu t'es chauffé et t'as des beaux restes à bord. Et vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qui leur arrive? Les mecs qui font 2 heures maxi de sortie depuis un an, depuis qu'ils ont fait le Ventoux, ça y est, ils sont en PLS. Ils ont plus fait une sortie de 3 heures. Et là d'un coup ce week-end, on se chauffe à distance avec Lolo, on fait 4 heures chacun de notre côté. Bah ouais, peut-être qu'on a des objectifs qui arrivent, j'en dis pas plus là aussi, une chose à la fois, d'abord les nouveaux vélos et ensuite les objectifs. D'ici la fin du mois, début du mois prochain, on pourrait vous annoncer des choses, on s'est un peu chauffé avec le poteau Lolo, donc maintenant il faut qu'on se mette un minimum à rouler, ouais, enfin surtout moi, on va voir. Je te propose de conclure mon Lolo en parlant de défis avec ce magnifique vélo de la semaine qui est le vélo d'un Loïc, ça va te faire plaisir. C'est forcément un mec bien. Voilà, qui nous a fait une photo de son BMC devant l'un des villages les plus beaux de France, Gordes en Provence, que je vous invite à aller visiter à vélo d'ailleurs si vous avez l'occasion. En tout cas, la photo est belle, le vélo aussi, donc forcément, on s'est dit qu'on allait le primer. Alors je sais pas si c'était récemment, mais en tout cas ça m'a l'air d'un temps estival déjà. Ouais, non, ça peut être il y a pas si longtemps parce qu'il a fait beau ces derniers jours. Après, tu dis un des plus beaux villages de France, je suis désolé, hein, ça vaut pas Ustaritz ou Itsasou. Excuse-moi, mais bon. Oui, non, bon, écoute, forcément, mais moi j'ai parlé de France, Loïc. Toi, tu me parles de Navarre. Donc, ah oui, je te parle, non, de Pays Basque. Attention.
Oui. Bon, on va pas se lancer là-dedans, sinon on va encore rentrer dans un grand combat. Et je suis pas sûr qu'on y gagne des abonnés. Bon, en attendant, d'ailleurs, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Hein. Vous êtes nombreux à nous suivre sans vous abonner, donc ça, c'est pas sympa. Et puis, likez, partagez, commentez cette vidéo et dites-nous si vous avez des idées géniales pour le futur technologique de la bicyclette. Parce que nous, on est toujours curieux de tester les nouvelles technologies les plus farfelues. Et en attendant, mon Lolo, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Merci mon Flo et bonne journée. Allez, bisous. Ça marche. Ciao. Salut.